À voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Thibaut Henneton rencontre Gérard Bérébi. Ce soir, l'assassinat puis le départ. Bonsoir Gérard Bérébi. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et directeur des éditions Alia. Vous avez également publié 2 recueils de poésie. Vous proposez parfois, en marge de votre activité d'éditeur, tantôt un film, tantôt des collages, des installations artistiques. Vous avez également publié plusieurs livres d'entretien avec des figures des avant-gardes lettristes et situationnistes. Le dernier en date avec l'auteur du traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, Raoul Vaneigem. Vous qui êtes éditeur, mais aussi depuis peu un écrivain, vous avez déjà songé à écrire votre autobiographie ? Appelle-moi du monde. Pourtant, votre histoire personnelle est très romanesque. Oui, mais vivre sa vie est une chose et l'écrire, pour moi, en est une autre. Pour penser à écrire son autobiographie, c'est comme, dans mon esprit, un peu s'arrêter. Et je ne vis pas du tout ce moment de ma vie comme un arrêt ou une suspension, mais comme un mouvement. Alors vous vous présentez souvent comme un éditeur par défaut, en tout cas un éditeur hors catégorie. Nous aurons le temps d'y revenir tout au long de ces 5 rendez-vous, mais avant l'appel du livre, qui vient assez tard chez vous, avant même d'arriver à Paris dans l'agitation de la fin des années 60, il y a la Tunisie, où vous êtes né en 1950, mais pas à Tunis comme j'ai pu vous l'entendre dire dans un entretien, si ? Non, je ne suis pas né je suis né en Tunisie, mais je ne suis pas né à Tunis. Je suis né à Tala. C'est une ville qui est près du Kef, qui est dans les montagnes en Tunisie, à la limite de la Tunisie avec la frontière avec l'Algérie. C'est une ville qui a une particularité pour un pays du nord de l'Afrique, et plus précisément de la Tunisie, où j'ai des souvenirs. J'ai le souvenir d'avoir vu de la neige devant ma maison et mon père avec une pelle en train de déblayer l'entrée, ce qui est très peu courant là-bas. Et j'y ai vécu dans ce tout petit village de ma naissance jusqu'à l'âge de 5 ans. Et à l'âge de 5 ans, avec ma famille, nous avons déménagé et nous avons vécu à Tunis. Que faisaient vos parents à ce moment-là, à Tala ? Ma mère ne travaillait pas, bien sûr, comme c'était très souvent le cas. C'est presque drôle de le dire quand on parle aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'était évident qu'elle ne travaillait pas. Et mon père travaillait pour une entreprise et il était responsable dans un dépôt qui vendait toutes sortes de choses. Comme ça arrive dans ces endroits un petit peu retirés. Et il a déménagé avec ma mère pour s'installer là. Et c'est là que, à ce moment-là, mes parents avaient un seul enfant, ma sœur aînée. Et les 4 enfants que mes parents ont eus sont nés à Tala. D'accord. Est-ce que la religion tenait une place dans votre foyer ? Elle tenait une place, oui. Elle tenait une place, la religion juive tenait une place dans la famille, mais c'était une religion qui était pratiquée, j'allais dire de manière atavique, qui se transmettait de génération en génération, et les choses se faisaient à travers des rituels, mais je n'ai jamais eu le sentiment que l'on savait vraiment pourquoi l'on faisait ça. On faisait ça naturellement, quoi. Vous avez fréquenté l'école israélite universelle ? L'Alliance israélite universelle, oui, ça c'est quand je suis arrivé à Tunis à l'âge de 5 ans. Évidemment, à l'époque, on m'envoyait à l'école là, j'allais à l'école là. C'est beaucoup plus tard que je me suis intéressé à ce qu'était l'école en Tunisie, comment a été constituée l'Alliance israélite universelle. C'est-à-dire que c'est en étudiant moi-même mon passé que j'ai compris d'où je venais et comment j'ai pu grandir. C'est-à-dire qu'il y avait des bienfaiteurs juifs européens ou internationaux qui finançaient des écoles, des centres de soins pour que les enfants des familles juives désargentées puissent étudier, puissent aller à l'école primaire, à l'école secondaire, puissent se soigner dans un centre de soins qui s'appelait l'OSE. C'était l'organisation de secours des enfants
C'était des choses, je sais que très jeune, j'avais eu une primo-infection qui est un début de tuberculose qui était assez répandue à l'époque. Et je me souviens que ma mère m'emmenait dans ce centre pour être soignée. Et c'était des centres gratuits, quoi. Et l'Alliance israélite universelle a été créée de la même manière et c'était compliqué. Mais ça, encore une fois, je ne l'ai appris et compris qu'après. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de tractations parce que la Tunisie était sous protectorat français, c'était pas une colonie. Il y avait le fait que les bienfaiteurs venaient d'organisations juives et il y avait les autorités locales aussi qui étaient arabes. Donc les négociations devaient être, je le suppose, quand je me suis intéressé à la question, mais bien plus tard, que c'était passablement compliqué quant à l'enseignement de l'arabe en nombre d'heures, à l'enseignement du français, à l'enseignement de l'hébreu, ce qui fait que c'était un enseignement assez bâtard. Et en fait, de tout ce que j'ai appris là-bas, la seule langue qui m'est restée, mais ça c'est une histoire un peu compliquée qui m'est personnelle, c'est le français qui est la seule langue que je maîtrise aujourd'hui. Et j'ai abandonné la langue arabe que j'ai étudiée à l'école jusqu'à l'âge de 15 ans. Je pense qu'il y a eu de ma part, de manière inconsciente, un rejet de cela qui a naturellement facilité l'oubli de la langue, qui est en fait ma langue maternelle. Comment vous l'expliquez, ce rejet ? Avec ma mère, mes frères et sœurs, ce n'est pas moi qui ai pris la décision, bien sûr. Nous avons dû quitter la Tunisie, nous avons émigré en France, on est arrivé en région parisienne en 1965. Il n'y a jamais eu de mesure d'expulsion promulguée par les autorités tunisiennes. Les Juifs vivaient en Tunisie, j'allais dire, depuis la nuit des temps, aux côtés des Berbères, et les Arabes sont arrivés bien après. Quand je suis parti de Tunisie, on est parti dans un bateau, je ne sais pas trop. C'est-à-dire, on était nombreux, il y avait toute ma famille, il y avait plein de gens dans le bateau. J'avais 15 ans, je ne comprenais pas bien, je savais qu'on allait en France, je savais que c'est pas qu'il y avait des secrets, mais on ne devait pas dire que c'était un voyage définitif, des petites choses comme ça, que je ressentais un petit peu comme un malaise, mais dans mon esprit, j'avais l'impression de quelque chose de définitif qui s'opérait. Et quand je suis arrivé ici, bien sûr, ça a été un décalage énorme. C'était deux mondes qui n'avaient absolument rien à voir. Mais en même temps, je me suis toujours comporté comme si j'entrais dans une nouvelle vie et que était absent de mon esprit tout esprit de nostalgie, de regret, de choses comme ça. J'ai découvert un autre monde et j'ai plongé dedans. Restons un peu en Tunisie, si vous voulez bien, et revenons à Talla, donc la ville que vous habitez jusqu'à l'âge de vos 5 ans. Donc, vous l'avez dit, c'est une ville située près de la frontière algérienne, à 25 km de la frontière algérienne, qui appartient à la région de Kasserine. Kasserine, qui fut aux avant-postes du mouvement révolutionnaire de décembre 2010, janvier 2011. Talla, précisément. C'est de là qu'est partie la révolte. Vous aviez 6 ans, vous, quand la Tunisie devient indépendante. Vous vous souvenez de ce moment-là ? J'ai un souvenir, oui. J'ai le souvenir où j'étais à Tunis, parce que l'indépendance de la Tunisie a été déclarée en mars 1956, et nous avons quitté Talla à la toute fin de l'année 55. Et j'ai le souvenir d'une manifestation populaire assez massive contre le gouvernement français, et j'étais au milieu de tout ça, et je voyais des hommes, des femmes qui criaient, ça me faisait peur, et en même temps, j'étais resté pour voir ce qui s'est passé. C'était une période très trouble, si vous voulez, qui précède l'indépendance de la Tunisie, où il s'est passé beaucoup de choses dans le pays, que j'ai apprises encore une fois beaucoup plus tard, et qui a amené à un changement. 3 mois avant l'indépendance de la Tunisie, vous assistez avec vos 4 frères et sœurs au meurtre de votre père. Vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr.
puisque j'en ai parlé, la première fois que j'en ai parlé, c'est dans mes entretiens avec Raoul Vaneigem. C'est une chose que j'ai tue pendant très longtemps. En fait, quand j'avais à peine plus de 5 ans, 2 hommes sont entrés dans notre maison. Ma mère n'était pas là, elle était sortie pour acheter du lait. C'était l'hiver, il faisait nuit, ça devait être la fin de l'après-midi. Et 2 hommes armés étaient devant la porte et ont tiré sur mon père qui s'est effondré. Je me souviens, il était allongé sur un lit avec une chemise blanche et il y avait une tache rouge. Ma sœur aînée, Josiane, qui a 4 ans de plus que moi, avait la main blessée parce que la balle qui a tué mon père lui a effleuré la main et elle a toujours une cicatrice encore aujourd'hui. Et quand je la regarde, on n'en parle pas, mais je ne peux pas m'empêcher de me souvenir de cela. Et la balle a été se loger dans un mur bleu qui était la couleur de la pièce à l'époque. Alors évidemment, c'est des choses... disons comme scène fondatrice, on peut espérer, on peut rêver mieux, mais on fait avec ce qu'on a, quoi. C'est-à-dire, on choisit pas ce qui vous arrive. Alors forcément, sans trop être versé dans le domaine de la psychanalyse, on imagine que c'est des choses qui ont joué un rôle dans l'orientation et le développement de la personnalité d'un individu, dans sa structure psychologique. C'est évident, mais d'un autre côté, on se construit là-dessus. Et vous avez enquêté sur ce meurtre ? C'est compliqué, c'est-à-dire que d'abord, dans le domaine familial, c'était un peu pénible, dans la mesure où c'était d'abord une chose dont on ne parlait pas beaucoup. En plus, pour un enfant, on me renvoyait une image totalement idéalisée du père. Évidemment, j'étais turbulent et infernal, je faisais plein de bêtises. Ça revenait si ton père était là ou si tu prenais modèle sur ton père, et c'était quelque chose de très lourd parce qu'évidemment, quelqu'un qui disparaît, qui est mort, surtout dans ces conditions, est idéalisé. C'était l'homme remarquable, parfait, etc., etc. Mais... Vous dites qu'il aurait été commis, cet assassinat, par des félagas tunisiens ou algériens ? C'est une affaire qui n'a jamais vraiment été élucidée. C'est-à-dire que ma mère a accompagné ma sœur dans une prison parce qu'ils étaient convoqués par la police. Et au milieu de je ne sais de combien de prisonniers, ma sœur devait dire si elle reconnaissait des gens. À l'époque, ma sœur avait 9 ans. Je l'imagine complètement tremblante et terrorisée, se retrouvant dans la cour d'une prison avec je ne sais combien de personnes emprisonnées. On fait défiler des bonhommes devant elle pour qu'elle les reconnaisse. Donc, je ne peux pas parler à sa place, mais j'imagine un petit peu la confusion et la terreur qui l'occupait dans ce moment-là. Pendant la période de troubles qui ont précédé l'indépendance de la Tunisie, il y a eu bien sûr des règlements de comptes qui ont eu lieu. Et Talla avait, comme je vous l'ai dit, cette particularité d'être à la frontière algérienne, qui était assez poreuse, c'était une passoire, et il y avait des armes. Évidemment, je vous précise que j'ai appris tout ça après. Et il y avait pas mal d'armes qui circulaient entre l'Algérie et la Tunisie. Il y avait des tendances qui étaient opposées au mouvement de libération de Bourguiba, qui est devenu le président de la République de la Tunisie, qui était le mouvement de Ben Youssef, qui lui s'opposait aux négociations avec Madness France et appelait à une résistance. Et après, il y a eu le mouvement concurrent qui était le mouvement de Ben Salah. Et il y avait des résistants qui passaient la frontière régulièrement. Donc pour moi, toutes les hypothèses sont possibles. Il y a aussi une autre hypothèse, c'est que il y avait une émanation des services secrets français qui, bien évidemment, étaient contre l'indépendance de la Tunisie, qu'il y avait des hommes de main qui ont provoqué des attentats un peu aveugles pour créer une déstabilisation. Tous ces gens-là, si vous voulez, participer à un même mouvement de discréditer l'interlocuteur des autorités françaises, à savoir Bourguiba, pour leur montrer qu'en fait, Bourguiba ne maîtrisait pas la situation et que donc c'était pas avec lui qu'il fallait discuter. Donc ça, c'est pour le contexte géopolitique, mais le rôle de votre père là-dedans reste assez mystérieux. On ne sait pas.
Quand je dis on ne sait pas, j'ai tenté de me renseigner, d'enquêter. Récemment, mon frère cadet William s'est rendu en Tunisie. Il a rencontré un vieux monsieur qui était là. Bien sûr, on lui a dit que mon père était quelqu'un de très bien, toujours, et que selon lui, c'était un règlement de compte de quelqu'un qui avait une dette, qui ne voulait pas la payer et qui pensait résoudre le problème comme ça, mais rien de satisfaisant. Et puis j'ai fait diverses tentatives pour approfondir cela. J'ai essayé d'avoir accès aux archives de police française, parce que c'était la police française qui sont entreposées à Nantes, parce que c'est là où se trouve tout le centre pour les étrangers, pour les naturalisations, pour les documents d'époque, de l'époque coloniale. On en a déduit un mauvais classement des archives, mais j'ai pas eu accès. Mais il faut dire aussi que je fais un certain nombre de choses et je me débrouille pour aboutir, si vous voulez. Et là, je n'ai jamais abouti, c'est-à-dire qu'il y a eu le désir suivi de la volonté d'entreprendre quelque chose et quelque part quelque chose qui m'empêchait et qui faisait que ça échouait. Vous dites que cet événement traumatique qu'on peine à imaginer, évidemment, vous a forcé à vous structurer. Vous écrivez « Il est nécessaire pour se protéger d'un tel choc originel de canaliser son corps, son instinct et de chercher à tout contrôler. » Eh oui. Vous avez mis longtemps donc avant de pouvoir en parler comme vous le faites aujourd'hui. Oui, j'ai mis très longtemps, j'ai mis presque 50 ans, 45 ans. Donc rétrospectivement aujourd'hui, vous pouvez nous dire en quoi cet événement a influencé votre parcours ? Il l'a forcément influencé. Si on prend par exemple le versant analytique, même si, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très porté, je comprends, j'adopte quelques outils de la psychanalyse, mais c'est insuffisant pour moi. Mais sur le versant analytique, c'est tout simplement la culpabilité de ne pas avoir pu empêcher cela. Donc le rôle du héros, celui qui empêche le meurtre du père devant des hommes armés, alors que c'est un petit bout de chou de, je sais pas, de 30 cm, d'un enfant de 5 ans, quoi. Et donc, il est vrai que, de ce point de vue-là, ça a joué un rôle dans la mesure où, dans tout ce que j'entreprends, il y a cette volonté maladive de me surpasser, d'autant plus que j'interviens dans des domaines qui sont maintenant mon lot quotidien. Mais disons que je n'étais pas prédisposé à me retrouver là où je me retrouve et à faire ce que je fais, parce que je viens d'un milieu social, culturel, tout à fait autre. Tout à fait autre, et ça provoque des décalages, c'est-à-dire avec le sentiment toujours de ressentir que je ne suis pas d'ici. Et donc, pour structurer un individu quand il subit des éléments traumatiques, des événements traumatiques, tout le monde en subit à des degrés divers et tout le monde ne les vit pas de la même façon. Dans mon cas bien particulier, je vois bien que les conséquences sur mes frères et sœurs n'est pas le même, et en disant cela, je ne porte aucun jugement sur les uns et sur les autres, c'est-à-dire je n'amoindrai rien, mais aussi ce qu'il y a, c'est que un événement comme ça, ou un autre, ça forge un tempérament. Et je me méfie beaucoup d'une tendance relativement récente où on veut protéger les enfants de tout stress, de tout traumatisme. Il faut les mettre à l'abri. Et moi, je pense que c'est comme quand on apprend à marcher. On tombe, on se fait mal. Après, on comprend que ça fait mal. Et après, on marche et on essaye de ne pas tomber. Pour les éléments traumatiques, je pense qu'ils sont nécessaires au développement d'un individu, sans quoi on a affaire à des individus qui n'ont pas d'envergure, quoi.
Et d'ailleurs, vous partagez cet événement traumatique originel avec une figure de l'international situationniste à laquelle vous allez vous intéresser bien plus tard, c'est Moustapha Khayati, l'auteur de La misère en milieu étudiant. Ah, lui, c'est pire que moi, parce que lui, c'est ses deux parents. Moi, c'est que mon père, lui, ça a été les deux d'un coup, quoi. Vous voulez bien raconter c'était pendant la guerre, 39-45. Il y avait les sirènes qui annonçaient un bombardement. En Tunisie, toujours. En Tunisie, toujours. Sa mère est sortie avec son enfant dans les bras, son père aussi. Ils se sont mis à courir et on a retrouvé l'enfant vivant, Moustapha Khayati vivant, avec sa mère qui était couchée sur lui parce qu'elle le tenait dans les bras et son père est mort à un autre endroit. Et Moustapha Khayati, donc l'auteur du pamphlet de La misère en milieu étudiant, qui fait partie un des déclencheurs, on peut dire, de la révolte étudiantine de 68. Ah, complètement. D'ailleurs, je travaille depuis quelques années maintenant à un livre d'entretien avec Moustapha Khayati qui est complètement différent du livre que j'ai fait avec Raoul Vaneigem parce que on a, si vous voulez, pas mal de points communs, c'est-à-dire nous sommes tous les deux nés en Tunisie, nous sommes tous les deux orphelins, moi de père, lui de père et de mère, dans des conditions dramatiques. Il a quitté la Tunisie parce que c'était un élément très brillant et il a été envoyé faire ses études en France pour revenir en Tunisie et faire partie de l'élite tunisienne. Moi, je suis parti en France sans espoir ni désir de retour. Et puis, lui a été actif dans un mouvement, il est plus âgé que moi, auquel je me suis beaucoup intéressé, ce qui fait qu'on parle de beaucoup de choses. Est-ce que votre mère s'est remariée après la mort de votre Non, jamais. père ? Jamais. Jamais. Et puis, comment dire, c'était des choses qui ne se faisaient pas. Ma mère a porté le deuil, c'est-à-dire une robe noire jusqu'à la fin des temps. C'était des cultures autres, c'est-à-dire que la place de la mort dans la vie quotidienne était réelle et présente. Elle n'était pas du tout comme nous le vivons aujourd'hui, totalement gommée et effacée. Avoir un mort à la maison est une chose extrêmement courante. Par exemple, ma grand-mère maternelle est morte à la maison. Elle vivait avec nous. Ça n'avait rien de choquant. Aujourd'hui, plus personne ne meurt à la maison. On gomme tout cela et je pense que c'est une erreur. Je pense que enfant de découvrir un corps mort, parce que la mort fait partie de la vie. Et à force de vouloir extraire à la vue des enfants, des adolescents et même des adultes, tout ce qui fait partie de la vie, et ce qui fait partie de la vie, il y a tout ce qui est beau et qu'on aime vivre, mais il y a aussi toute la disgrâce de la vie et il y a la mort. Et je ne comprends pas parce que je n'ai pas eu cette éducation. Et dans cette éducation, dans une famille juive comme la mienne, c'était comme ça, quoi. C'est-à-dire, ma mère a été veuve, elle est restée veuve et elle a porté un vêtement noir jusqu'à temps qu'elle soit vieille, quoi. Donc vous avez 15 ans, nous sommes en août 1965 et vous arrivez en région parisienne. Ouais. Où ça exactement? Ouais, pardon. Ouais, j'arrive à la gare de Lyon. C'est-à-dire, j'arrive à Marseille et on prend tout de suite le train et j'arrive à la gare de Lyon. Je dois vous dire qu'il y a une chose qui reste très présente chaque fois que je passe à ce même endroit à la gare de Lyon, c'est-à-dire que je prends le couloir pour tourner à droite, pour prendre la ligne 1 du métro, me revient à l'esprit cette image, parce que nous avons pris un train de nuit, et donc c'était le matin quand on est arrivé à la gare de Lyon. C'était la chose qui m'a le plus frappé, c'était le macadam dans le métro, et ce côté sombre, noir, gris et sale, qui m'avait frappé, et régulièrement quand je passe là, bien sûr avec beaucoup de détachement et de hauteur, parce que j'ai un peu grandi depuis, je regarde la même chose et ça me frappe assez. Et de là, on a été, un oncle maternel est venu nous chercher, parce que nous avions deux oncles qui étaient nos tuteurs avec lesquels j'ai eu des rapports assez conflictuels.
Ils ont été nommés tuteurs parce qu'on n'avait plus de père. Et il nous a accompagnés dans ce qui allait être notre appartement dans une ville de la Seine-Saint-Denis qui s'appelle Montfermeil, dans la cité des Bosquets, que maintenant a gagné une grande, voire sinistre notoriété. Quand je suis arrivé, ça a été un décalage total, c'est-à-dire c'était un bâtiment de 10 étages. Nous habitions au 4e étage, il y avait un ascenseur. Pour moi, c'était une chose tout à fait nouvelle. Il y avait un appartement qui devait faire peut-être 70 ou 80 mètres carrés. Il y avait 4 pièces. Le chauffage était un nylonéum avec du chauffage au sol. Et quand je posais mon pied, c'était chaud. Il y avait une salle de bain avec une baignoire qui était une chose tout à fait nouvelle pour moi. Et voilà, j'ai atterri là-dedans et il m'a fallu m'adapter. Donc on est en 1965 en France, vous sentez un petit peu l'agitation qui monte, vous êtes déjà sensible un peu au contexte politique, social? Tout de suite en arrivant là, parce que le premier contact que j'ai eu en arrivant là, c'était en bas de l'immeuble, les copains que je me suis fait, et puis l'école, le collège, où je suis arrivé, où j'ai eu pas mal de problèmes. Des problèmes d'adaptation, des problèmes d'échange, des problèmes de langue. Et puis je parlais le français avec un accent assez prononcé. Et puis je n'avais pas la langue dans ma poche non plus. Ce qui fait que je me souviens par exemple au collège d'un professeur de français auquel j'ai fait une remarque que j'ai tout à fait oubliée aujourd'hui. Et qui m'avait dit, si tu n'es pas content, tu retournes dans ton pays. La phrase classique, vous voyez. Et depuis, il a fallu que j'apprenne et que je m'arme face à tous ces aléas plus ou moins désagréables. 3 ans plus tard, il y aura 1968 et demain soir, nous reviendrons sur cette situation et l'influence de cette situation sur votre parcours personnel. Merci, Gérard Bérébi. Merci.